Alors depuis ce matin, on dit qu'effectivement le plus gros challenge c'est l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais voilà, moi je pense que c'est pas vraiment ça en fait. Pour moi, le plus gros challenge c'est de vous présenter la qualité de l'eau en 15 minutes. C'est plutôt ça qui est un peu plus difficile. Donc je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. En commençant par les eaux de surface, justement, puisque voilà, je ne vais pas parler que des eaux souterraines, puisque la problématique eau et agriculture, c'est sur les deux compartiments. Donc la façon d'évaluer l'état, ça vient de la directive cadre sur l'eau, merci, qui a donc défini un cadre commun pour tous les pays États membres de l'Union européenne, ce qui permet de pouvoir aussi comparer justement les différentes qualités d'un État à l'autre. Alors l'état écologique des eaux de surface, c'est le premier état que je vais vous présenter. Donc voici donc la carte de l'ONU, où on voit ici, c'est le sillon Sambre-et-Meuse effectivement qui structure la répartition de la qualité de l'eau, avec au nord du sillon Sambre-et-Meuse, effectivement les masses d'eau les moins bonnes, donc qui sont en état médiocre ou mauvais, alors qu'au sud, on a le massif ardennais où on retrouve la plupart des masses d'eau bonnes, voire même très bonnes. On a quand même quelques-unes qui sont en très bon état. Alors cette qualité ici écologique des eaux de surface s'explique par le fait qu'effectivement au nord on a l'agriculture qui est plus intensive, basée sur les cultures, alors que c'est plutôt extensif, basé sur l'élevage sur prairie au sud. On a aussi la quasi-totalité de la population, enfin la majorité de la population wallonne qui est située dans cette zone ici au nord. Et également la majeure partie des industries en fait. Donc voilà, c'est ça qui explique en fait cette qualité-là et qui est plus ou moins stable justement dans le temps. Alors comment elle évolue cette qualité-là? Nous on l'évalue, donc vous l'avez ici de façon identique depuis les années depuis 2011-2010. Et donc là, bah voilà, ce graphique-là, ça dépend du point de vue sur lequel on se place. C'est un peu comme les petits tests sur Internet, vous voyez, où on voit une photo un peu mélangée, où on dit, on peut deviner votre statut psychologique suivant ce que vous voyez en premier. Donc voilà, donc certains voient que ça s'améliore, d'autres voient que ça diminue, ça se dégrade un petit peu. Alors en fait, on peut quand même dire que c'est plus ou moins stable, effectivement, puisqu'effectivement, si on compare pas une année sur l'autre, mais plusieurs années d'écart, on reste dans la même proportion, malgré les efforts qui sont faits et malgré aussi des améliorations qu'on ne voit pas, puisqu'on peut passer d'une classe à l'autre, par exemple, d'une année sur l'autre, mais ça peut être compensé par la dégradation d'une autre masse d'eau. Donc voilà, c'est pour ça que les chiffres en fait sont assez stables. Alors la directive cadre sur l'eau demandait que toutes les masses d'eau de surface soient bonnes en 2015. Si jamais elles n'étaient pas toutes bonnes en 2015, on avait la possibilité d'atteindre ces objectifs-là en 2021. Alors justement, les objectifs qu'on s'était fixés, en 2015, vous voyez, on avait à peu près plus de 52%, on visait ça comme objectif, alors que voilà, on est resté aux alentours de 40%. En 2021, on avait pris un peu plus d'assurance, on s'est dit, allez, on va y arriver, on va augmenter un petit peu plus, et donc voilà, on proposait d'atteindre presque 60% des masses d'eau de surface en bon état, ce qui n'a pas été le cas non plus. Alors justement, je ne vous donne pas la réponse tout de suite pour 2027, il faut rester jusqu'à la fin de ma présentation, qui doit être maintenant dans 10 minutes, donc ça va arriver assez vite. Donc voilà pour l'évolution de la qualité de l'eau. Alors cette qualité de l'eau, ce qui est intéressant quand même, ce qui a été apporté par la directive cadre sur l'eau, c'est que pour l'évaluer, on se base surtout sur les éléments de qualité biologique qui sont représentés ici par les poissons, par les algues unicellulaires qui sont les diatomées, mais aussi les macroinvertébrés qui sont des larves d'insectes et les plantes. Et donc c'est en évaluant justement ces différents indicateurs-là qu'on peut se rendre compte si la qualité est bonne ou pas. Alors qu'est-ce qui explique la bonne qualité de ces indicateurs biologiques? C'est avant tout, est-ce qu'il y a eu des modifications ou pas hydromorphologiques des cours d'eau? Est-ce qu'on a mis des barrages en place qui empêchent la migration des poissons? Est-ce qu'on a bétonné les berges? Est-ce qu'on a rectifié les cours d'eau? Oui, on l'a fait et donc ça a un impact sur la biologie. Et l'autre pendant, bien sûr, dont on va parler un peu plus, c'est la qualité physico-chimique avec les paramètres classiques azote, phosphore, matière en suspension, mais aussi une petite partie des pesticides qu'on évalue ici. Et donc c'est l'ensemble de ces critères-là qui fait qu'on appelle l'état écologique des masses d'eau, et c'est ces deux critères-là principaux, hydromorphologie, soutiennent la biologie, c'est ça qui explique. Donc c'est là que c'est intéressant, c'est de se dire qu'on évalue
une structure physique qui est le cours d'eau via finalement la santé de ses habitants. C'est ça qui est quand même intéressant dans ce cas-là. Alors les pesticides, on les évalue dans la qualité physico-chimique, mais aussi dans la qualité, un autre état qui est par-dessus, qui est à côté plutôt, c'est l'état chimique des masses d'eau. Donc ici, la chimie, c'est l'introduction de substances créées par l'homme en fait dans le milieu. Donc c'est ça la différence en fait avec la qualité physico-chimique ici, qui elles sont des paramètres qui existent naturellement en fait dans le milieu. Ici, on parle d'hydrocarbures dans l'état chimique, on parle justement de pesticides ou alors de solvants ou de métaux lourds. Alors justement, c'est la qualité chimique, donc je vous ai présenté l'état écologique, et la qualité chimique, donc là, il faut faire attention, il faut être préparé, c'est un peu plus violent. Donc là, c'est plus simple puisque c'est soit bon, soit pas bon pour l'état chimique. Et on évalue à peu près une cinquantaine de substances différentes. Il suffit qu'il y en ait une seule qui dépasse les normes en fait, pour que la qualité ne soit pas bonne. Et donc ici, vous le voyez, là vous pouvez bien chercher, il n'y en a pas une de bonne, donc ce qui veut dire qu'au moins dans toutes les masses d'eau qu'on a de surface, il y a au moins un polluant qui est déclassant. Et donc ça, c'est un peu normal parce que, enfin c'est normal, moi j'allais dire c'est normal ou alors c'est pas grave, si c'est quand même grave, mais par contre ce qu'on fait pour être un peu plus fin, c'est qu'en fait on retire de cet état-là les polluants qu'on retrouve partout, parce qu'il y a certains polluants qu'on retrouve partout, même dans les Hauts-de-Fagne, même au sommet des Alpes, c'est ce qu'on appelle les polluants PBT ubiquistes, donc c'est un mot qui fait un petit peu peur, c'est les polluants persistants, bioaccumulables et toxiques, comme par exemple les hydrocarbures ou le mercure. Donc si on les retire, juste visuellement en tout cas, on voit un peu mieux les subtilités locales, et là on retombe sur la même un peu répartition de la pollution au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Alors ce qui reste en fait ici, ce sont surtout justement donc les pesticides. Alors j'en viens à l'état chimique des eaux souterraines qui reprend la même répartition en fait au nord du sillon Sambre-et-Meuse, où là on voit les masses d'eau qui sont pas bonnes en état chimique, donc qui sont en rouge. Donc c'est vraiment le nord du sillon Sambre-et-Meuse, mis à part cette petite région-là, puisqu'on a plus un écoulement préférentiel vers les eaux de surface en fait, ce qui fait qu'elles sont pour l'instant assez protégées. Elles sont un peu moins stratégiques en quantité de prélèvement d'eau potable que les autres à côté. Alors, vous avez en petit point noir, en plus, les zones où il y a une tendance à la hausse, qui peut être due justement à des augmentations des concentrations en pesticides ou en nitrates. Alors, si on voit un petit peu en détail ici, vous pourrez la regarder chez vous, les différentes combinaisons en fait, de problèmes de nitrates et ou de pesticides. Et donc, on voit que la plupart du temps, quand même, vous avez les deux types. Mis à part en violet, vous avez donc autres polluants. Ici, c'est plutôt un problème d'ammonium ou de phosphore qui serait d'origine historique, industrielle, voire même des petites pertes de polluants domestiques via le réseau d'égouts, en fait, qui serait un peu vieillissant, sous Liège ou ici dans la région de Mons. Alors on a un autre état pour les eaux souterraines, on en a parlé un petit peu ce matin, le gros challenge aussi c'est la quantité d'eau justement. Alors pour l'instant, effectivement, on pourrait se dire qu'on est assez à l'abri, même s'il y a déjà une masse d'eau depuis quelques années qui pose problème, qui sont les calcaires du Tournésie, à cause de prélèvements très importants, que ce soit en Wallonie autour de Tournai, ou alors à Courtrai en Flandre, ou la région aussi de Lille qui est juste à côté, tout le monde pompe dans la même nappe. Et donc là, c'est la seule qui pour l'instant a des problèmes de niveau en fait, qui ne sont pas atteints. Donc pour l'instant, on va dire ailleurs, la qualité au sens DCE, la quantité au sens DCE est bonne, même si on l'entend régulièrement tous les étés. Maintenant, il y a certaines communes qui sont en approvisionnement local en fait, et qui elles ont des soucis puisqu'elles prélèvent en fait dans des masses d'eau qui sont proches de la surface et qui sont plus soumis à des problèmes de quantité de pluie en fait. Alors, toutes ces pollutions-là, effectivement, il n'y a pas que l'agriculture qui est responsable, puisque nous, on évalue, on essaie de quantifier en fait l'origine de ces pollutions. Et donc, c'est principalement les trois grands secteurs ici qui posent problème, avec les rejets domestiques, qui sont traités ou pas. C'est-à-dire qu'on a des stations d'épuration qui existent, on a des égouts et des collecteurs qui sont mis en place, mais ils ne sont pas encore tous présents, tous opérationnels. Et même des fois, quand on a des stations d'épuration qui fonctionnent, il manque encore des égouts, et tout le monde n'est peut-être pas raccordé en fait, à ces égouts qui passent dans la rue. Donc il reste encore un gros challenge en fait, au niveau du traitement des eaux usées résiduaires urbaines.
Les rejets industriels, comme on l'a dit, on a un passé industriel assez important en Wallonie et qui est encore un tissu encore bien vivant au niveau industriel. Et donc là, les rejets aussi peuvent impacter, les rejets que ce soit physico-chimiques ou chimiques d'ailleurs aussi dans les cours d'eau. Alors les pollutions diffuses agricoles qui polluent, qui impactent les eaux de surface et souterraines, alors principalement de trois façons, par les apports de nutriments, donc apports organiques sous forme de fumier ou de lisier ou d'engrais minéraux, les utilisations de pesticides, on va y venir, et d'autres phénomènes qui arrivent de temps en temps, qui sont dus à ici plutôt aux parcellaires agricoles et aux types de pratiques qui sont mises en place, qui peuvent créer, suite à des événements pluvieux intenses, des coulées boueuses, et donc qui peuvent avoir aussi un impact important à la fois sur le sol, mais aussi sur les gens qui habitent juste en aval de ces parcelles-là. Alors l'évolution de ces pressions ici, elles sont justement assez stables, puisque là si on regarde les nutriments, on voit que pour les apports minéraux ou organiques, les apports sont toujours stables en fait depuis quelques années, avec une légère baisse quand même pour l'azote organique. Donc là la pression reste assez constante à ce niveau-là. Du point de vue des pesticides, sans regarder le détail, de toute façon je pense que vous ne pouvez pas le lire, donc ça ne va pas vous embêter. Si on regarde juste ça, c'est les quantités en fait de substances actives en pesticides qui sont vendues en Wallonie. C'est une étude régulière qu'une ASBL fait pour le service public. On voit que les quantités, même si on pouvait penser qu'elles étaient un petit peu plus élevées il y a quelques années, sont quand même assez stables et dépendent plutôt en fait, de variations saisonnières suivant des besoins en, fait, en termes de maladies ou d'invasions qui peuvent changer d'une année sur l'autre. En fait. Donc les principales utilisations, on voit que c'est surtout en fait, les fongicides et bactéricides que vous avez en gris qui représentent la plus grosse partie, enfin la première partie, suivi des herbicides. Vous avez ensuite les insecticides, donc même si on parle beaucoup des insecticides, ce ne sont pas les quantités les plus importantes en fait, qui sont épandues. Donc on parle des néonicotinoïdes, leur impact sur les pollinisateurs, mais en tout cas ce ne sont pas les quantités les plus importantes. Alors nous, malgré cette répartition-là, entre fongicides puis herbicides, de par la nature de ces molécules qui sont épandues, de par aussi le moment où on les utilise, on ne les retrouve pas de la même façon dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines. Et ce ne sont pas les fongicides qu'on retrouve le plus dans les ressources en eau, mais plutôt les herbicides. Donc certains se retrouvent encore dans nos eaux, alors qu'ils sont interdits depuis des années. C'est le cas de l'herbicide principalement utilisé sur le maïs, qui est l'atrazine. Vous voyez des zones assez distinctes qui peuvent se détacher. Ici, vous avez le dépassement, c'est le pourcentage de détection en fait, de la molécule. Donc, c'est-à-dire sur le nombre d'échantillons qu'on fait, quel est le pourcentage de présence. Donc, dans les zones rouges, on est à 100% de détection. Dès qu'on mesure, on trouve toujours de l'atrazine. Donc, bientôt 20 ans plus tard, on en retrouve encore. Alors, il y a d'autres polluants dont on parle plutôt pour les eaux souterraines, mais finalement, c'est aussi présent dans les eaux de surface. Donc, je ne préjuge pas ici du dépassement ou pas des normes, je dis juste qu'on les détecte. Et donc, ici, on retrouve exactement la zone de répartition des grandes cultures, la bétazone qui est aussi un herbicide. Encore un autre, le diflufénicant, où là on voit des petites variations qui dépendent vraiment de l'occupation du sol ici, des différentes cultures qui sont établies. Vous avez une partie en blanc ici, puisque au moment où on avait fait l'exercice, on n'était pas encore passé dans ces zones-là, mais on peut penser que c'est dans la ligne, dans la droite ligne de la suite de l'ASB ici. Alors là, j'ai mis le glyphosate puisque c'est un peu la star des pesticides, on en parle pas mal du glyphosate et donc on le retrouve effectivement dans les eaux de surface. Il se métabolise assez vite en fait, mais on retrouve aussi beaucoup son métabolite qui est lui assez persistant aussi dans l'environnement. Alors les substances principales qui posent problème pour les eaux de surface, c'est donc, je l'ai dit, deux herbicides ici, la clonifène et le bifénox, utilisés sur pommes de terre ou sur céréales. Mais on a quand même un insecticide qui est la cypermétrine, qui est utilisé sur froment et pommes de terre. Donc ça, c'est les molécules qu'on retrouve le plus en fait, dans les masses d'eau de surface. Il y a aussi des substances, que je viens de le dire, qui sont interdites, mais qui restent encore ici. Et donc, si on continue à garder le même système en fait, de monitoring de ces substances-là, basé sur des substances qui sont interdites, on peut aboutir année après année à une amélioration de la qualité de l'eau.
puisque effectivement on continue à mesurer celles qui sont interdites, il y en a quand même qui disparaissent, elles ne sont pas toutes persistantes. Donc ce qu'on va faire en fait, et ce que les directives font, c'est de mettre à jour régulièrement ces listes-là, puisqu'on l'a vu, les quantités en fait sont stables épandues, c'est juste que dès qu'il y en a une qui est interdite, elle est remplacée par une autre. Alors pour les eaux souterraines, les substances problématiques, principalement le méthazachlore et la batazone, deux herbicides, même s'il y a des restrictions d'utilisation, on la retrouve beaucoup la batazone puisqu'elle était utilisée avant sur beaucoup d'autres cultures que pois et haricots que vous voyez ici. Et la façon d'évaluer justement les eaux souterraines a évolué, puisqu'on maintenant on mesure une douzaine de substances en plus par rapport à il y a quelques années, et donc voilà, c'est ça qui participe aussi au fait qu'on dit qu'il y a une certaine dégradation de la qualité, même si elles étaient déjà présentes avant, c'est juste que maintenant on les mesure. Il y a le desphénylchloridazan qui est aussi un métabolite qui pose problème, et les autres que j'ai déjà cités. Alors, quelles sont, après tout ça, les réponses possibles que nous essayons de mettre en place, puisque nous, à l'administration, on essaie de mettre en place des plans de gestion de la qualité de l'eau et de la gestion des pesticides. Et donc, il y a un peu deux approches possibles. Soit on réduit à la source, soit on réduit les flux. C'est-à-dire, soit on s'attaque aux causes, soit on s'attaque aux conséquences. S'attaquer aux causes, c'est modifier dès les pratiques agricoles les quantités de pesticides qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que, effectivement, si on se convertit à l'agriculture biologique, il y aura moins de pesticides utilisés. C'est peut-être la meilleure façon d'avoir moins de pesticides, c'est d'en épandre au moins, finalement. Il peut y avoir aussi le remplacement du désherbage chimique par du désherbage mécanique. Ça, c'est aussi d'autres façons de réduire à la source. Alors par contre, ce qui peut être aussi développé, c'est la réduction des flux. C'est-à-dire ici, je continue à épandre les mêmes quantités, que ce soit en engrais ou en pesticides, mais par contre, je vais essayer de stopper le transfert vers les eaux de surface. C'est ce qu'on appelle ici les bandes tampons, le couvert végétal permanent, le long des cours d'eau, qui est maintenant en vigueur depuis 2 ans, qui permet de stopper en fait une partie des flux. Par contre, ici, on voit bien qu'on s'intéresse qu'aux eaux de surface et pas aux eaux souterraines. Alors nous, le travail que l'on fait, c'est de mettre en place les plans de gestion. Je l'ai dit, on en est au 3e plan de gestion qui vont donc nous emmener jusqu'à 2027, qui est la date butoir finale posée par la directive cadre sur l'eau. C'est le 3e plan de gestion, vous pouvez les consulter sur eau.wallonie.be. Il y a aussi, en parallèle, en application de la directive pesticides, le plan wallon de réduction des pesticides, qui est aussi sa 3e mouture, qui nous amène aussi à 2027. Et donc vous pouvez les consulter sur porp.be. Je fais aussi ma pub un petit peu. Donc par rapport au plan que l'on fait tous les 6 ans. Ce que je voudrais dire aussi en conclusion, c'est que ici on fait un colloque sur pesticides et eau. Donc forcément c'est un focus qui est important puisque c'est une problématique qui en vaut la peine. Mais c'est vrai que pour avoir une réponse peut-être plus efficace et plus globale, on l'a dit ce matin, c'est peut-être de s'intéresser à tous les compartiments environnementaux en même temps et surtout de bien regarder l'impact sur l'ensemble de la société. Et donc on parle ici de gestion de l'eau. En fait, les politiques environnementales ont été très sectorisées. D'ailleurs, toutes les directives européennes qui sortent depuis 30 ans sont toutes très spécifiques à certains domaines et pas à d'autres. Et c'est ça qui cause, je pense, moi, une source d'inefficacité dans ces politiques environnementales. Puisque si on parle d'eau, voilà, on peut parler des pesticides, effectivement, donc on parle d'agriculture. Mais si on parle d'agriculture, on parle d'alimentation, en fait. Si on parle d'alimentation, on parle de la santé aussi. Puisque voilà, tout est lié. On a des problèmes aussi de régime alimentaire qui peuvent être aussi remis en question. Et peut-être que certains rendements ou certains types de production peuvent être à rediscuter, en fait. Et donc forcément, quand on parle d'agriculture, on parle aussi d'aménagement du territoire avec l'artificialisation des sols via l'expansion des logements et des autres aménagements qu'on fait. Et on peut en rajouter encore plein d'autres. J'ai rajouté le changement climatique. Mais donc c'est vrai que si on n'a pas une approche comme ça systémique, comme on l'a dit ce matin, je pense qu'on n'arrivera pas en fait à progresser sur chacun de ces domaines. Et on a parlé des
Anne Lestrade a parlé de paiement pour services environnementaux. Il se trouve que nous, dans l'évaluation de la DCE, on doit faire une analyse coût-bénéfice, où on se dit, effectivement, ça coûte de l'argent de protéger l'environnement, mais peut-être que ça peut en rapporter pour l'ensemble de la société, en fait. Donc si on prend ici le cas des pesticides, on pourrait dire qu'effectivement, essayer de convertir les gens à l'agriculture biologique, essayer d'utiliser moins de pesticides, changer les pratiques agricoles, peut avoir un certain coût en matériel, en formation. On va parler cet après-midi des animations de bassins, hein, que ce soit en Wallonie vers Protecto ou sur les protections des bassins en France ou au Luxembourg. Donc effectivement, tout ça, ça a un coût. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas aussi des bénéfices pour l'ensemble de la société via l'amélioration de la santé, via la création d'emplois, pourquoi pas, et la production d'alimentation de qualité. Donc peut-être que si on raisonne comme cela, on arrivera peut-être un peu plus à progresser. Alors, le suspense est un peu insoutenable, donc maintenant je vais vous permettre de vous reposer par rapport à ça. Voilà le résultat donc des objectifs environnementaux qu'on a prévus pour 2027. Donc est-ce qu'on va atteindre ou pas le bon état en 2027 ? Alors, ce qu'on a prévu, en fait, les plans, ici, on a innové cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné juste un chiffre, on a donné une fourchette. Maintenant, on fait des fourchettes. Et donc, vous vous rappelez, on est à 41% de bon état aujourd'hui, ou très bon état. Et donc, on vise, en fait, 52% ou 64% suivant l'efficacité des mesures qu'on va mettre en place, notamment agricoles. Donc on n'atteindra pas 100% effectivement, mais voilà, ça c'est l'objectif qu'on se fixe, sachant qu'on est en 2023 et donc 2027 c'est quand même très bientôt, et donc on espère qu'on pourra l'atteindre. Pour les eaux de surface, pour l'état chimique dont j'ai parlé tout à l'heure, quand on enlève les polluants qu'on retrouve partout, on vise plutôt ici 72%. Pour les eaux souterraines, là, voilà, à 100%, ça c'est beau. 100% de visée, c'est-à-dire que la masse d'eau qui a un problème, là, dont je parlais tout à l'heure, normalement ne devrait plus avoir cette pression-là d'ici 2027. On croise les doigts. Et pour l'état des masses d'eau souterraines, de l'état chimique, pardon, on est aujourd'hui à 62%. On pense rester sur le même ordre de grandeur. Il y a peut-être une masse d'eau qui pourrait s'améliorer en fait d'ici là. Alors la réponse en fait à la question que j'avais posée, en fait c'est un peu détroit quand même, puisque en fait la directive ne demande pas d'atteindre 100% de bon état pour 2027. C'était une blague. En fait, elle demande d'atteindre les objectifs environnementaux. Mais si on démontre qu'on a fait tous les efforts, je vous jure, Madame la Commission, j'ai fait tous les efforts, et bien elle dit ça va, ok. Et donc, c'est ce qu'on appelle des objectifs moins stricts. Et là, on peut donc respecter la directive tout en n'étant pas dans le bon état. Donc voilà, donc il est question de réviser cette directive-là, à la fois pour continuer un peu plus loin après 2027, puisque ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin, mais aussi pour revoir peut-être les contraintes qui sont liées.